Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CESS général de la première session de l'année scolaire 2024-2025. Dans cette vidéo, je corrigerai les parties 6 à 10 de l'examen, soit la deuxième moitié de l'examen, la première moitié étant déjà corrigée dans une vidéo précédente. On attaque tout de suite les probabilités. Dans un premier exercice, on dispose d'un dé non truqué à 6 faces et de deux urnes A et B qui contiennent chacune des boules blanches et des boules mauves, qui sont indiscernables au toucher. On vous précise le nombre de boules de chaque sorte dans les deux urnes et on vous dit ceci. Le jeu consiste à lancer le dé, puis de tirer une boule dans l'une des urnes. Si on obtient un 1 ou un 6 avec le dé, le tirage s'effectue dans l'urne A. Si on obtient 2, 3, 4 ou 5 avec le dé, le tirage s'effectue dans l'urne B. On demande de calculer la probabilité de l'événement, la boule tirée est mauve. Typiquement le genre d'exercice qui se résout très facilement à l'aide d'un arbre de probabilité. La première subdivision de mon arbre concerne le choix de l'urne, puisqu'on va tirer dans l'urne A en obtenant un 1 ou un 6 avec le dé. Nous avons donc 2 chances sur 6 de tirer dans l'urne A, donc une chance sur 3. Donc 2 chances sur 3 sur l'urne B. Ensuite, soit on tirera une boule blanche, soit une boule mauve. Les probabilités que nous allons indiquer ici dépendent évidemment du nombre de boules de chaque sorte dans les urnes. Dans l'urne A, nous avons 40 boules blanches sur un total de 100 boules. Donc nous avons 40 chances sur 100 de tirer une boule blanche. Autrement dit, 2 chances sur 5. Et automatiquement, nous avons 3 chances sur 5 de tirer une boule mauve. Dans l'urne B, nous avons 70 boules sur un total de 100 boules. Donc nous avons 7 chances sur 10 de tirer une boule blanche dans le cas de l'urne B et 3 chances sur 10 de tirer une boule mauve. La probabilité de tirer une boule mauve se calcule donc à l'aide de l'arbre de la manière suivante. Nous allons considérer la branche ici qui concerne le tirage d'une boule mauve dans l'urne A. Le long d'une branche, on multiplie les probabilités, donc nous allons faire 1 tiers fois 3 cinquièmes. Mais nous allons aussi considérer la branche ici, qui concerne le tirage d'une boule mauve dans l'urne B. Je multiplie 2 tiers fois 3 dixièmes. Et ces deux branches-là, les probabilités de ces deux branches-là doivent s'additionner. Donc voici le calcul qu'il faut effectuer. C'est un calcul de fraction pas très difficile, qu'on peut faire tout à fait mentalement à la main, et nous obtenons 2 cinquièmes. Question suivante de probabilité. On vous parle d'une entreprise qui fabrique des figurines en métal. Avant la commercialisation, chaque figurine est contrôlée et on constate que ces figurines peuvent présenter soit un défaut de peinture, soit un défaut de solidité, soit parfois les deux défauts. Et on vous donne une série d'informations mathématiques quant aux probabilités d'avoir un défaut. On choisit au hasard une figurine parmi celles fabriquées par l'entreprise et on vous demande de calculer la probabilité que la figurine n'ait pas le défaut de solidité. Dans ce genre d'exercice où on vous parle d'un ensemble d'éléments qui ont éventuellement deux caractéristiques, deux critères, on peut faire un tableau à double entrée. Donc nous avons soit le défaut de peinture, soit pas le défaut de peinture, ou bien le défaut de solidité, soit pas le défaut de solidité. Donc je représente ceci avec un tableau à deux entrées, où donc moi j'ai choisi de mettre l'aspect solidité en ligne et l'aspect peinture en colonne. Ça, évidemment, c'est tout à fait équivalent que vous choisissiez les lignes ou les colonnes. Chaque ligne, je lui inclus un total, chaque colonne aussi, et donc ici, je vais avoir un total global. Puisque toutes mes informations sont données en pourcentage, je considère un nombre de pièces égal à 100, parce qu'évidemment, c'est plus facile à calculer. Et je vais donc remplir mon tableau à l'aide des données de mon énoncé. Tout d'abord, on me dit que 8% des figurines ont un défaut de peinture. Donc mon défaut de peinture, il est là. 8% ont un défaut de peinture, je vais écrire le 8 à ce niveau-là. Si 8 figures sur 100 ont un défaut de peinture, ça veut dire qu'on en a 92 qui n'ont pas de problème de peinture. Parmi les figurines qui n'ont pas de défaut de peinture, donc c'est parmi ces 92-là, on en a 5% qui ont un défaut de solidité. Le défaut de solidité, ce sera ici. Mais donc ici, je dois mettre 5% de 92, non pas de 100. Donc je calcule 5% de 92, ça me donne 4,6. Et donc puisque mon total de ma colonne, c'est 92, si j'ai mis 4,6 ici, je dois mettre 87,4 ici. Et puis on vous dit que 2% des figurines présentent les deux défauts. Donc je vais venir mettre ici un 2 pour les deux défauts. Et il n'y a plus qu'à compléter les lignes, les cases vides restantes en tenant compte à chaque fois que nous faisons le total sur une ligne ou le total sur une colonne. Donc 2 plus 4,6, ça me fait 6,6. Ici, 2 plus quelque chose va donner 8, donc là je mets 6. Et donc ici, nous aurons 6 plus 87,4, ça veut dire 93,4. Et on peut évidemment vérifier
que le dernier nombre qu'on vient d'écrire respecte bien la somme de la colonne. Une fois que vous avez ces données qui sont traduites dans le tableau, on peut tout vous demander, tout est simple. Première probabilité, calculer la probabilité que la figurine n'ait pas le défaut de solidité. Donc solidité, ok, la probabilité, c'est 93,4%, sans calcul. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité que la figurine ait le défaut de solidité ou de peinture. Donc de quelle figurine parle-t-on? De celle-là. Donc soit une figurine qui a les deux défauts, soit une qui a un défaut de solidité, soit une qui a un défaut de peinture. Et donc il suffit pour la probabilité de l'événement qui est demandé d'additionner 2, 4,6 et 6 et nous obtenons 12,6%. On passe ensuite à la partie loi de probabilité. On vous parle d'un examen de mathématiques qui comprend 20 questions, mais vous n'avez rien étudié. C'est un choix multiple où chaque question propose 5 réponses possibles, une seule est correcte, et vous répondez tout au hasard. On vous demande la probabilité d'avoir 10 sur 20. Alors dans cette question, il faut reconnaître la loi binomiale. Pourquoi? Vous avez plusieurs phénomènes, plusieurs expériences aléatoires qui sont faites, vous en avez 20 expériences aléatoires identiques, et chaque expérience aléatoire n'a que 2 résultats possibles, soit vous avez la bonne réponse, soit vous avez une mauvaise. Et donc, dans la loi binomiale, vous avez la formule qui vous donne la probabilité que votre variable aléatoire prenne une certaine valeur, qui est donnée donc ici, et il suffit de remplacer par ce qu'on vous demande. On demande la probabilité d'avoir 10 sur 20, donc votre k vaut 10 et votre petit n c'est 20. N c'est le nombre d'expériences aléatoires et k c'est la valeur de votre variable. Donc vous remplacez k par 10, n par 20 et bien évidemment le petit p ici c'est la probabilité de la réussite, une chance sur 5 puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse sur les 5 proposées, et 1 moins p c'est la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 4 sur 5 puisqu'il y a 4 réponses erronées sur les 5 dans les propositions du choix multiple. Et donc il n'y a plus qu'à calculer ça. C'est 10, 20, à vous de connaître la formule de la combinaison pour savoir qu'il s'agit de 20 factoriel sur 10 factoriel fois 10 factoriel, et il n'y a plus qu'à calculer cette valeur-là. Vous pouvez bien évidemment le faire à la calculatrice et on obtient 0,002 que l'on mettra en pourcent, et donc vous avez 0,2% de chance d'avoir 10 sur 20 à cet examen. On demande ensuite le résultat le plus probable, donc c'est le résultat qui aura la plus grande probabilité. Et dans la loi binomiale, le résultat le plus probable, c'est l'espérance mathématique. L'espérance mathématique dans la loi binomiale est donnée par n fois p, et donc ici, il suffit de calculer 20 fois 1 sur 5. Donc 20, c'est le petit n, et p, c'est la probabilité d'avoir une bonne réponse à une question, donc une chance sur 5, 0,2. Et on obtient l'espérance mathématique qui est égale à 4. Question suivante, on vous représente une loi de probabilité de variable x et on vous demande de répondre à une série de questions. Tout d'abord, de quelle loi s'agit-il? Évidemment, cette courbe caractéristique, la courbe en cloche, la courbe de Gauss, il s'agit d'une loi normale. Quels paramètres peut-on déduire sans le moindre calcul et quelle est sa valeur? Sur une loi normale, il y a quelque chose qu'on voit tout de suite, c'est l'espérance mathématique parce que c'est sur cette valeur-là que votre courbe sera centrée. Et donc on voit ici sans aucun calcul que cette courbe est centrée sur la valeur 2000, ici sur votre axe horizontal. Et donc cette espérance mathématique est égale à 2000. Alors, sachant que l'air grisé ci-contre vaut 0,86,1, quelle valeur approchée entière de l'écart type peut-on proposer? Alors là, évidemment, la question est un petit peu tordue, mais il faut pour cela utiliser votre tableau de la valeur de la loi normale centrée réduite. Vous allez chercher dans ce tableau la valeur 0,8621 et vous voyez que cette valeur 0,8621 pour la probabilité correspond à une valeur de z qui est de 1,09. Donc ça veut dire que la probabilité que cette variable normale centrée réduite soit plus petite que 1,09 est égale à 0,8621. Ce 0,8621 qui représente cet R-ci est évidemment aussi la probabilité que votre variable normale ici soit plus petite que 2400, puisque ici vous voyez la limite qui est à 2400. Ça veut donc dire que ce 1,09 pour z correspond à 2400 pour x. Alors le passage de l'un à l'autre, la réduction et le centrage de la variable se fait de manière suivante. Z c'est x moins
l'espérance mathématique sur sigma. Alors on remplace par les valeurs, z c'est 1,09, x c'est 2400, mu c'est l'espérance mathématique qui est ici, c'est donc 2000, et on vous demande, et puis vous avez donc sur sigma, et vous allez donc pouvoir calculer le sigma qui est là, simplement en l'isolant, vous allez trouver que sigma est égal à 400 sur 1,09, calculatrice, et vous obtenez la réponse. Alors faites bien attention, on vous a demandé dans l'énoncé quelle valeur approchée entière peut-on proposer, et donc à vous d'arrondir correctement la valeur que vous obtenez à la calculatrice pour donner cette valeur approchée entière, donc ça veut dire 100 virgules. Partie suivante, les intégrales. Tout d'abord, 3 primitives à déterminer. Première primitive, vous avez donc ici un quotient de 2 fonctions. Alors les quotients, c'est toujours un peu compliqué, mais si on l'écrit de cette manière-là, ce quotient devient en fait un produit. Donc on peut voir ça comme étant 1 sur x carré plus 8x plus 3 fois 2x plus 8. Et il faut évidemment regarder avec son regard acéré d'aigle et remarquer tout de suite que 2x plus 8, eh bien c'est la dérivée de x carré plus 8x plus 3. Et donc ça doit vous faire penser à cette formule de primitive où vous avez donc dans le signe intégral ici une composée de fonction multipliée par la dérivée de la fonction qui est ici à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Ici, nous avons une composée de fonction où nous avons l'inverse d'une fonction du second degré et vous avez ici la dérivée de la fonction du second degré. Donc, on est exactement dans ce cas de figure-là. Et dans ce cas de figure-là, il suffit, entre guillemets, de trouver la primitive du petit f, donc ici de la fonction inverse, et simplement de laisser le g de x dedans. Alors dans ce cas-ci, la fonction inverse ici, sa primitive, c'est ln. Donc la solution, c'est simplement ln de, et puis cette fonction du second degré, x carré plus 8x plus 3, ne pas oublier la constante additive dans la détermination de la primitive. La primitive suivante, il s'agit de la racine de 3x plus 5 fois dx. Donc n'oubliez pas qu'une racine, c'est également une puissance. Vous pouvez écrire ça sous la forme 3x plus 5 exposant 1/2. Vous avez à ce moment-là également une composée de fonctions où vous avez donc une fonction du premier degré à laquelle on applique ensuite la fonction racine, la fonction exposant 1/2. Donc on a quelque part ceci, mais sans la dérivée. Mais ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas grave, puisque la fonction du premier degré qui est là, sa dérivée n'est qu'une constante. Et donc une constante multiplicative, on peut tout à fait gérer. Et nous avons pour ça, donc, cette formule de primitive ici. Lorsque vous avez une composée de fonctions où en fait la fonction à l'intérieur de la composée est une fonction du premier degré, il suffit de trouver la primitive du petit f ici, et simplement de compenser en mettant 1 sur k ici pour que cette primitive soit correcte. Donc dans ce cas-ci, je vais simplement m'occuper de trouver la primitive de exposant 1/2. Donc la primitive d'une fonction puissance est donnée ici, et donc je peux écrire très facilement en une fois le 1 sur 3 qui est le 1 sur k qui est ici, puisque k vaut 3, c'est 3x, et puis je vais écrire x exposant n plus 1 sur n plus 1 avec n qui est l'exposant que j'ai ici, 1/2. Donc je vais avoir 3x plus 5 exposant 3/2 divisé par 3/2. Vous pouvez bien évidemment ici calculer ce 3 fois 3 et repasser le 2 ici au numérateur et vous obtenez cette primitive ici. Vous pouvez laisser ceci sous forme de puissance ou vous pouvez le réécrire avec une racine, ça n'a pas d'importance. La troisième primitive était un petit peu plus complexe, ln de x carré dx. Le truc, quand vous avez une intégrale avec un ln de quelque chose, ou juste un ln tout seul, c'est de penser à l'intégration par partie et de voir ce ln de x carré comme étant ln de x carré fois 1. À ce moment-là, je vais appliquer donc ma dérivation par partie en prenant comme u ln de x carré et comme v', eh bien le 1 que je peux imaginer ici sous-entendu ln de x carré fois 1. À ce moment-là, u' devient 1 sur x carré fois 2x, donc après simplification 2 sur x, et mon v est x. J'applique ceci, d'accord, donc je vais écrire u fois v, u ln de x carré fois vx ici, moins l'intégrale de u' fois v, 2x fois x, il va simplement rester 2 fois dx, et cette intégrale-ci est évidemment, cette primitive-ci est très facile à calculer. J'obtiens donc x ln de x carré moins 2x plus c.
Vous pouviez aussi, autre façon de résoudre, vous pouviez aussi d'abord appliquer votre propriété de logarithme ici pour vous débarrasser du x carré et remplacer ln de x carré par 2 fois ln de x. Cela revient exactement au même. Il faudra quand même faire une intégration par partie, mais cette fois-ci, votre u peut simplement être ln de x et votre v', mais soit vous mettez 2, soit vous mettez 1 en considérant que le 2 ici sortira de l'intégrale et que vous allez simplement intégrer ln de x. Donc u' c'est 1 sur x, v c'est x, et vous allez donc écrire ceci en n'oubliant pas que le 2 était là, donc devant l'intégrale, donc il faut tout multiplier par 2, donc je vais avoir 2 fois uv x ln de x, moins 2 fois u' fois v, c'est simplement des x, et on va obtenir exactement la même primitive. Question suivante, il s'agit d'un calcul d'air. On vous propose donc une courbe qui est dessinée là avec un graphique et on vous a assuré une certaine aire. On demande par quel calcul on peut calculer cette aire. Alors n'oubliez pas qu'une aire qui se situe en dessous de l'axe des x, si vous faites l'intégrale de moins 5 à 1, vous obtiendrez quelque chose de négatif. Or, lorsqu'on demande de calculer une aire, on veut quelque chose de positif. Donc, l'intégrale de moins 5 à 1 doit être prise avec un signe moins, et l'intégrale de 1 à 9 doit être prise avec un signe plus, et donc il s'agit bien de la quatrième réponse. Donc, on fait l'intégrale en deux parties. On va faire une intégrale pour ceci et une intégrale pour cela. Donc, hors de question d'intégrer de moins 5 à 9 parce qu'autrement, vous allez en fait soustraire les deux aires. Dernière question d'intégrale, on vous demande de calculer un volume de révolution, donc un volume engendré par la rotation autour de OX de la surface du plan OXY, limité par le graphique de la fonction y égale 2x plus 3, donc c'est une simple droite, et les droites x est égal à 1 et x est égal à 2. Alors on calcule ça avec bien évidemment la formule du volume de révolution, donc l'intégrale de a à b, pi fois la fonction au carré. Et donc on peut appliquer ça ici et faire l'intégrale de 1 à 2, puisqu'on vous donne ici les bornes x égale 1, x égale 2, pi fois la fonction qui délimite le volume 2x plus 3, que vous devez mettre au carré. Et il n'y a plus qu'à intégrer ceci. Donc c'est assez facile, puisque vous voyez de nouveau une composée de fonctions avec à l'intérieur une fonction du premier degré. Et la fonction carré, ici, c'est une fonction puissance. Donc, comme tout à l'heure, je vais tout d'abord sortir le pi de la racine. Je vais mettre le 1/2 qui est ici le 1 sur k. Et puis, je vais considérer la primitive du carré, qui sera donc la fonction au cube divisée par 3. Ceci doit se calculer pour x égale 2 et pour x égale 1. Et on doit soustraire les deux valeurs. Et donc, vous pouvez calculer ça, ça fait 109 pi sur 3. Vous auriez pu contourner le calcul d'intégrale en imaginant correctement la figure formée par ce volume. Donc, si vous considérez une droite qui tourne autour de l'axe des x, eh bien, en fait, vous allez former un volume qui sera un cône tronqué. Donc, avec les formules de volume de cône, il y avait aussi simplement moyen de calculer ce volume et vous auriez obtenu la même réponse. Mais bien évidemment, dans le cadre des intégrales, je pense que les correcteurs attendaient évidemment cette solution-ci. Ensuite, fonction exponentielle et logarithme. On vous parle de tremblement de terre. On vous dit que la fonction m de x égale log de x sur 2,5 vous donne la magnitude d'un tremblement de terre sur l'échelle de Richter, x étant l'amplitude maximale mesurée sur le sismographe. En décembre 2004, Sumatra en Indonésie a subi un tremblement de terre. La magnitude du séisme était de 9,3 sur l'échelle de Richter. Trouvez l'amplitude du sismographe. Donc, on sait que le logarithme de x sur 2,5, donc ceci est égal à la magnitude, donc 9,3, et donc il suffit de trouver le x correspondant. Donc je vais dire que x sur 2,5, eh bien c'est 10 exposant 9,3, et puis je vais multiplier par 2,5. À la calculatrice, j'obtiens évidemment un nombre très très grand que je peux arrondir, il s'agit tout simplement de 5 milliards. Puis on vous demande s'il est exact qu'une augmentation de 3 sur l'échelle multiplie l'amplitude par 1000. Et on me demande de justifier. Pour cela, je vais donc partir de la définition de la magnitude ici et je vais imaginer
que je vais ajouter 3 à m. Et évidemment, si j'ajoute 3 à m, je dois ajouter 3 de l'autre côté de mon signe égal. Et là, je vais utiliser mes propriétés de logarithme. Je vais transformer ce 3 en logarithme de 1000. Et puis, sachant que la somme des logarithmes correspond évidemment au produit des nombres qui sont là, je vais donc pouvoir écrire log de 1000 fois x sur 2,5. Et donc, effectivement, on voit que l'amplitude sera mesurée par 1000 lorsque la magnitude est augmentée de 3. Dernière sous-question pour ces exponentielles et logarithmes. On dit que le plus gros séisme enregistré a eu lieu en 1960 au Chili et la magnitude a atteint 9,5 sur l'échelle de Richter. En utilisant uniquement les propriétés des logarithmes, on vous demande de déterminer la magnitude d'un séisme dont l'amplitude est 100 fois plus petite. Donc, j'avais que dans le cas du tremblement de terre au Chili, que le logarithme de x sur 2,5 était égal à 9,5. Donc, on imagine maintenant que ce x va être divisé par 100 et on voudrait savoir combien ça fait. Donc, je vais utiliser mes propriétés de logarithme. Le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Donc, si je divise par 100 ici, je peux simplement soustraire le logarithme de 100. Et donc, j'ai le logarithme de x sur 2,5 qui me fait moins le logarithme de 100 qui correspond à cette expression-là. Le logarithme de 100, c'est 2. Et donc, puisque le logarithme de x sur 2,5, dans le cas du tremblement de terre au Chili, était de 9,5, eh bien 9,5 moins 2, ça fait 7,5. Et donc, voilà ce qu'il fallait répondre. Je passe à la géométrie analytique de l'espace. On vous donne 3 points, A, B, C, et on vous donne les coordonnées. On demande tout d'abord de donner une équation vectorielle du plan passant par A et de vecteurs directeurs AB et AC. Alors, une équation vectorielle, c'est une équation qui va donner le vecteur position OP, P étant n'importe quel point du plan considéré. Et donc, l'équation vectorielle d'un plan, c'est OP égale OA, le vecteur position donc d'un point A appartenant au plan. Ici, vous auriez pu écrire OB, vous auriez pu écrire OC de manière tout à fait équivalente, plus un certain nombre de fois le premier vecteur directeur et un autre nombre de fois le second vecteur directeur. Ensuite, on me demande de donner les équations paramétriques de ce plan. Et bien pour ça, je vais devoir calculer d'abord les composantes de mes vecteurs directeurs. Donc AB et AC. Comment calculer les composantes de ces vecteurs? Simplement en soustrayant les coordonnées de l'extrémité du vecteur moins l'origine du vecteur. Donc je vais faire pour les composantes du vecteur AB, je vais prendre ces nombres-ci moins ceux-ci. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 2 moins 0, ça fait moins 2, et moins 1, ça fait moins 2. Je fais la même chose pour le vecteur AC avec les coordonnées de A et de C. Une fois que j'ai ces coordonnées, les équations paramétriques s'écrivent très facilement. X, Y, Z égale. Ensuite, je mets les coordonnées d'un point du plan. Moi, j'ai choisi le point A, mais j'aurais pu choisir B ou C sans aucun problème. Donc, vous voyez 2, 0, 1. Vous voyez que j'ai ici 2, ici j'ai 0, là j'ai 1. Ensuite, je vais écrire plus lambda fois les composantes de mon premier vecteur AB, donc moins lambda, plus 2 lambda, moins 2 lambda, et puis plus mu fois les composantes de AC, donc moins mu, plus mu, moins mu. N'oubliez pas de préciser que lambda et mu doivent appartenir à R, c'est important. Si vous ne le précisez pas, vous n'aurez pas tous les points. Et d'ailleurs, ceci peut également être indiqué ici. Ce lambda et ce mu doivent être définis ici aussi. Puis on vous demande de donner l'équation cartésienne du plan. Alors l'équation cartésienne d'un plan, c'est une équation du premier degré en x, y, z, donc une équation du type ax plus by plus cz plus d égale 0. Il faut donc trouver a, b, c et d. Deux techniques pour ça. Soit vous partez d'un système d'équations où vous allez dire que le point A, le point B et le point C doivent appartenir au plan et donc les coordonnées doivent vérifier cette équation. C'est ce que moi je choisis de faire ici. Donc vous voyez, pour le point A, 2, 0, 1, je vais donc faire 2 fois A pour x, 0 fois B, plus 1 fois C, et donc j'obtiens 2A plus C plus D égale 0. Je fais la même chose avec le point B, je fais la même chose avec le point C. Et il suffit alors de résoudre ce système. Autre façon de trouver l'équation, c'est de partir de cette équation paramétrique
enfin de ces équations paramétriques, et d'éliminer le lambda du système et mu du système. C'est une autre façon, moi je la trouve parfois un petit peu plus laborieuse, donc je préfère ceci. Alors je suis ici face à un système d'équations à un système de 3 équations à 4 inconnus. Donc normalement 3 équations à 4 inconnus, vous avez une inconnue en trop. Mais ça vient du fait que cette équation-ci, vous pourriez multiplier le A, le B, le C, le D par un même nombre, par exemple tout multiplié par 2, et ça marche aussi. Donc ça veut dire que A, B, C, D, ils ne sont définis qu'à un facteur multiplicatif près, donc un facteur de proportionnalité près. Ça veut dire que vous pouvez choisir la valeur d'une des lettres. Moi je choisis soit D égale à 1. Dès que j'ai choisi D égale à 1, je me rends compte que je peux en fait, à partir de cette première équation, je peux isoler le C et dire que C, c'est en fait moins D moins 2A, sauf que j'ai choisi D égale à 1, donc moins 1 moins 2A. Dans la troisième équation, je peux faire la même chose avec B. B est égal à moins D moins A, sauf que j'ai choisi mon D égale à 1, donc B égale moins 1 moins A. Cette expression pour C et cette expression pour B, je vais les substituer dans cette équation-ci, donc je vais les écrire à la place de B et de C. Là, j'écris aussi D égale à 1, et j'obtiens ceci, qui est une équation du premier degré à une inconnue. Donc en fait, de cette équation-là, vous pouvez calculer le A. Et je trouve A est égal à 0. Dès que j'ai A est égal à 0, je peux remplacer mon A ici pour recalculer mon C et B. Et donc j'obtiens B égale moins 1, C égale moins 1. Ce qui veut dire que l'équation cartésienne de mon plan sera moins Y moins Z plus 1 égale à 0. Bien évidemment, si vous auriez pu trouver, je ne sais pas moi, 2Y plus 2Z moins 2 égale 0, parce que toute cette équation pourrait être multipliée par moins 2. Donc cette réponse-ci n'est pas unique, vous pourriez vous trouver des équations qui sont équivalentes à celle-là si vous partez d'une autre méthode. Et puis on demande si le point D, moins 2, 5, moins 4, appartient au plan et il faut justifier. Alors le point D appartient au plan, si c'est coordonné, vérifie cette équation. Donc je vais remplacer Y et Z par le Y et le Z de D et je vérifie. Et je me rends compte que moins 5 plus 4 plus 1, eh bien oui, ça fait bien 0. Et donc oui, le point D appartient au plan. Voilà, ceci termine la correction de cet examen. J'espère que ça vous aide dans votre préparation. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre travail et dans votre étude et surtout bonne chance à l'examen. À très bientôt.